Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce numéro 3 du point d'actualité hebdomadaire du Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, nos podcasts, et à nous suggérer des sujets sur lesquels nous pencher. Le passage d'une nouvelle année entraîne toujours son lot de nouveautés, et cette année ne fera pas exception. Au 1er janvier 2022, un organisme dont nous allons beaucoup entendre parler dans l'année à venir va voir le jour, l'Arcom, pour Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet organisme sera le produit de la fusion du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, plus connu par son sigle, ADOPI. À ce jour, le CSA a pour principale mission la gestion de l'accès à la diffusion sur les ondes hertziennes et la TNT. Il délivre, reconduit les autorisations de diffusion, par exemple si une nouvelle radio veut obtenir des fréquences. Outre la délivrance des autorisations de diffusion, le CSA suit également les programmes diffusés à la radio et à la télévision, veille à la protection des consommateurs, au pluralisme politique et à la promotion de la diversité culturelle. Sur le sujet du pluralisme politique, le CSA est d'ailleurs critiqué de manière assez unanime pour la faiblesse de ses interventions et sanctions, et ses délais d'intervention également. Par exemple, en réaction à 2 émissions de Pascal Praud diffusées sur CNews les 26 avril et 3 mai, dans lesquelles tous les intervenants partageaient le même point de vue, le CSA a adressé une mise en garde à la chaîne seulement le 27 août, soit presque 3 mois après, en raison de l'absence d'expression de points de vue divers. Concrètement, une mise en garde n'a d'ailleurs pas d'impact concret, et n'est pas assortie d'amende. Quant à ADOPI, qui a été créé en 2009, cet organisme a surtout fait parler de lui dans la lutte contre l'utilisation illicite des œuvres numériques, particulièrement le téléchargement illégal de films et musique entre pairs, le peer-to-peer. Le gros angle mort de cette lutte étant que le streaming échappe totalement à ADOPI, alors que cette pratique s'est largement développée. Alors, quelle est la procédure ? Suivant un principe de réponse graduée, lorsque des infractions sont constatées, la Haute Autorité procède à l'envoi de courriers d'avertissement aux titulaires des connexions. Après 3 avertissements, si les infractions se poursuivent, la Commission de protection des droits peut décider de saisir la justice. Depuis 2009, l'autorité a perçu 82 millions d'euros de subventions, tandis que dans le même temps, elle infligeait 87 000 euros d'amende, ce qui incite à se poser quelques questions sur son efficacité. Malgré ce faible niveau de poursuite, ADOPI se félicitait que dans l'immense majorité des cas, l'envoi d'un seul courrier soit suffisant pour que les utilisateurs cessent leur pratique. Son rôle serait donc davantage de dissuader plutôt que de punir véritablement. D'autant qu'ADOPI paraît sous-dimensionné face au défi du piratage, puisque cette institution ne rassemble pas plus de 50 agents, tandis que le CSA en compte environ 300. Dans le cadre de l'Arcom, il s'agit donc plutôt d'une absorption d'ADOPI par le CSA plutôt que d'une fusion. Donc, au 1er janvier 2022, ces 2 organismes vont disparaître pour devenir l'Arcom. Cette naissance découle de la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, publiée le 26 octobre au Journal officiel. Parmi les grandes nouveautés, on peut signaler la mise en place d'un système de liste noire de sites internet, qui seront publics selon la pratique du name and shame. Cela concernera par exemple les sites internet de streaming illégaux, ou les sites de téléchargement direct ou de référencement qui tirent des profits de la mise en ligne d'œuvres en violant les droits des créateurs. Un accent particulier sera d'ailleurs mis sur le streaming de compétitions sportives, qui connaît un très gros essor. Un dispositif de blocage ou de déréférencement des sites miroirs est également prévu en lien avec les fournisseurs d'accès à Internet. Les sites miroirs sont ceux qui reprennent en totalité ou en grande partie les contenus d'un site condamné en justice. Enfin, l'Arcom s'occupera également de la régulation des plateformes de vidéos par abonnement, avec les obligations qui leur incombent, notamment sur la diversité. On voit donc la volonté d'actualiser les moyens d'action de la protection des droits d'auteur dans le champ du numérique,
vu la rapidité avec laquelle les usages ont été bouleversés. Concernant la composition de l'Arcom, pas de grande révolution, ce qui est un peu regrettable. Pour mémoire, parmi les 7 membres du collège du CSA, 3 étaient désignés par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale, tandis que le président du collège l'était par le président de la République. Pour l'Arcom, la nouveauté est que l'on passe de 7 à 9 membres du collège, ces 2 membres supplémentaires étant désignés respectivement par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Le président de l'Arcom sera l'actuel président du CSA, Roch-Olivier Mestre. Cette composition peut légitimement attirer des critiques compte tenu du rôle crucial de l'Arcom dans le paysage médiatique. Que les membres soient nommés par des personnalités politiques plutôt que par une instance indépendante regroupant par exemple des journalistes ne joue pas vraiment en faveur de sa légitimité aux yeux du public et du monde des médias. Dans les mois à venir, la partie la plus délicate des missions futures de l'Arcom, outre la question du pluralisme politique, est celle liée à la lutte contre les fake news. La loi contre la manipulation de l'information de décembre 2018 confie un nouveau rôle au CSA, qui sera repris par l'Arcom. L'autorité pourra empêcher, suspendre ou interrompre la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger ou sous l'influence de cet État, et qui porteraient atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Très clairement, cette mesure a été prise à la suite des craintes de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. En fait, pour être plus précis, cette menace vise tout particulièrement les médias RT France et Sputnik, qui sont financés par la Russie. En effet, peu après son élection en 2017, Emmanuel Macron avait qualifié Sputnik et RT France d'organes de propagande, sans que ces accusations soient d'ailleurs vraiment fondées. Vous trouverez un lien dans les sources à ce sujet. Et cela n'a d'ailleurs pas empêché depuis ces chaînes de se développer. Le 21 septembre 2021, le CSA a également publié son bilan de l'année 2020 sur les mesures mises en place par les plateformes en ligne, en observant la prise en compte des recommandations précédemment émises dans la lutte contre les fake news. Ce rapport concerne 11 plateformes, dépassant un seuil de connexion de 5 millions de visiteurs uniques par mois, et qui sont, conformément à la loi, tenues à un devoir de coopération. Parmi les plateformes, on peut citer notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter ou encore Google. Dans les grandes lignes, les recommandations du CSA portaient sur la facilitation du signalement des contenus, l'information aux internautes sur les suites qu'un signalement peut avoir, et le souhait qu'une modération humaine intervienne en complément des systèmes automatiques. Le CSA formulait également le souhait que les algorithmes détectant et traitant les fausses informations soient davantage transparents et que les changements opérés par les plateformes dans ce domaine soient communiqués, en cas par exemple d'utilisation de nouveaux outils ou de modification des outils existants. Dans son rapport, le CSA pointe un niveau très hétérogène de réponses, même s'il note une progression dans la quantité et la qualité des réponses transmises par rapport à 2019. Pour autant, il met en évidence un manque général d'informations sur 3 points. Le fonctionnement des systèmes algorithmiques, les moyens mis en œuvre par les publicitaires, c'est-à-dire par exemple Google ou Facebook, pour lutter contre la manipulation de l'information et les recettes publicitaires potentielles émanant de comptes propageant de fausses informations. Et enfin, les données chiffrées sur l'effectivité des moyens déployés. C'était toute la difficulté de la mission du CSA. Et ce sera celle de l'Arcom. Au-delà de l'incitation et de la publication de rapports, ces institutions n'ont pas de pouvoir de sanction véritable vis-à-vis des plateformes, ni de contraintes, ce qui laisse douter d'une efficacité réelle à court terme. Voilà pour ce nouveau point d'actu. N'hésitez pas à le partager, le faire découvrir si vous l'avez trouvé intéressant. Si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee ou sur notre site internet. Nous avons besoin de vous pour couvrir l'élection présidentielle. À la semaine prochaine.